retour sur le plateau de la Tranche Info. Place maintenant au Focus, une heure de débat sur l'actualité. Nous avons diverses thématiques à traiter ce soir. Et je reçois le docteur Fritzline Velayudon, qui est chef de service de diabétologie au CHU de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir Harold et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. À vos côtés, vous avez Marvin Martol, qui est gouverneur du district 63 du Lions Club. Bonsoir à vous, monsieur Martol. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc le Lions Club qui est donc partenaire de la journée mondiale du diabète. Exactement. Pour le 15. Très bien. De l'autre côté, nous avons donc monsieur Robert Laverdure de KBM, Kapou Manger. Bonsoir monsieur Laverdure. Bien, bonsoir. Est-ce que nos cultures avancent? Tout avance? Oui. La banque de semences avance? Oui, ça avance. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes accompagné de Marie-Laure de la Riberdière. Bonsoir madame de la Riberdière. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc vous accompagnez monsieur Laverdure dans le cadre de Kapou Manger puisque vous organisez votre deuxième congrès très prochainement et vous allez tout nous dire. Et nous avons également Blaise Menjiwa qui est réalisateur de films et cette fois-ci va nous présenter le film documentaire Terre de Rome et des hommes. Mais on reviendra quand même sur le monde racisé du cinéma français puisqu'il a été quand même primé à Cannes. Donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On va commencer avec une petite question qui n'est pas tout à fait prévue, mais les laboratoires Pfizer ont annoncé effectivement la sortie très prochaine du vaccin contre le Covid-19 qui techniquement est efficace à 90%. Celui de Sanofi, donc une grande entreprise française pharmaceutique, devrait sortir d'ici le courant de l'année 2021. Donc on va être bien au niveau des vaccins. Qui est prêt à le prendre? Monsieur Martol. Je parlerai sous recommandation de... On attend la recommandation du docteur, mais on veut la Je suis pas recommandation. surprise de la réponse. On dirait qu'il essaie d'éviter la question. C'est ça. Non, mais déjà, dans un premier temps, c'est que si ce vaccin s'avère être un bon vaccin et qu'il fonctionne, on ne peut que se réjouir. Maintenant, je crois qu'un vaccin, ça demande un minimum de temps, ça demande aussi des tests. Ça demande 12 ans. Donc je prendrai le vaccin si le docteur Velayudon veut bien me le prescrire. Attendez, avant de devenir docteur Velayudon, on va voir s'il y a des gens qui sont un peu téméraires. Madame de la Riberdière. Je n'ai pas vraiment de... C'est-à-dire que concernant, d'après tout ce qu'on a déjà entendu, pour moi c'est un petit peu complexe, d'accord? Pour le moment, moi, pas de vaccin. Abstention. Non. On est nombreux, je pense. Monsieur Laverdure. Non, vaccination, aspect à problème là. Ils sont partis à nous tout. Puisque nous, à KBM, nous avons un point de vue à la question de ça. Nous pas en façon d'accident, mais en façon de crise systémique qui a produit des crises de système, qui a produit des crises en répétition, crise sanitaire, crise environnementale, crise morale, crise. Tout ça, vous voulez? Tout genre de crise. Tout genre de crise. Donc les réponses, on ne peut pas extraire les réponses à la crise-là, des globalités à la crise-là. Donc il faut être très prudent à niveau de ça, puisqu'il s'agit avant tout d'argent. Il s'agit avant tout et forcément d'argent. Alors je ne vais pas vous contredire. Sanofi a déjà signé pour 500 millions de doses, alors qu'ils sont toujours en phase 2 de test, ce qui n'est pas normal, mais bon, ils vont commencer à produire dès la fin de la phase 2, avant même d'avoir fini la phase 3. On va en parler, docteur. Monsieur Menjiwa. Écoutez, en matière de vaccin, pour le moment, ils disent que c'est 90% d'efficacité. Il faut peut-être attendre qu'ils aient fait vraiment tous les essais cliniques pour permettre de mettre ce vaccin qui devrait être à 100%. Parce qu'un vaccin à 90%, ça n'inspire pas trop confiance. Mais j'ai le bon espoir qu'on arrivera à un vaccin à 100%, de telle sorte que lorsque les médecins le prescriront aux patients, qu'on soit sûr de l'efficacité du vaccin. Voilà. C'est quasiment sûr qu'il va être prescrit, vu effectivement qu'il y a beaucoup de campagnes publicitaires autour, je trouve. Docteur Velayudon. Alors, qu'en est-il de ce vaccin en tant que professionnel? Je confirme que c'est une question piège, que c'est une question qui n'était pas prévue. Très clairement, très clairement. Et que je ne suis pas du tout professionnelle de la vaccination avec ma spécialité. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que d'un côté, on a la vaccination contre la grippe, déjà, donc la campagne est en cours, que cette vaccination contre la grippe, on a du recul. C'est vrai qu'on sait que les personnes les plus fragiles sont protégées par ce vaccin antigrippal que je recommande. D'un autre côté, la vaccination dont vous parlez contre le SARS-CoV-2 a été testée effectivement chez des personnes. Donc je n'ai pas malheureusement préparé cette émission et fait la littérature pour savoir quels sont les types de populations chez lesquelles elle a été testée, cette vaccination, parce que c'est ça qui va m'intéresser moi. En tant que diabétologue, concernant les pathologies métaboliques prévalentes où les sujets sont à risque, l'obésité, le diabète, quel était le pourcentage? Alors peut-être Harold, vous êtes
peut-être informé, Ah je ne sais non, pas. ah non, à Le la pourcentage grande de aspect. personnes diabétiques, obèses, je crois qu'on ait assez de recul pour cette population-là, qui est moi D'accord. celle qui m'intéresse et qui est celle que je veux protéger. Donc les sujets sains ont été testés et il a été démontré qu'il y a très peu d'effets indésirables, la protection comme elle a été rappelée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sujets vulnérables, hein, les sujets diabétiques, les sujets obèses, les sujets hypertendus. Je n'ai pas fait la littérature pour vous répondre ce soir et vous dire mais que voilà, cherche, ces ouais. sujets-là sont effectivement à une couverture à 90%. Tout ce qu'il faut, en tout cas, recommander aujourd'hui et qui est d'actualité, c'est le respect de chacun des mesures barrières. Ça, c'est primordial. Et il y a encore quand même beaucoup de situations où ces gestes barrières ne sont pas respectés. Et c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que le CHU est toujours sous tension? Alors, le CHU est moins sous tension parce que l'organisation actuelle est faite de telle façon que la prise en charge soit plus fluide. Il y a aussi beaucoup d'organisations avec la médecine de ville, et ça c'est très très important parce que cette pandémie Covid nous a montré quelque chose, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille main dans la main, hospitaliers et médecins libéraux, ce qui n'avait peut-être pas été fait assez lors de la première vague, et que maintenant on sait que ce virus il est souvent asymptomatique. Pour le diabète, j'aurais quelques messages à faire passer pour les sujets diabétiques parce qu'on ne les alerte pas assez et je crois que c'est important que je profite de votre antenne pour le faire. Donc respectez les gestes barrières, protégez-vous. Ceux qui ne veulent pas du vaccin, je pense qu'on continue à avoir ces gestes barrières qui sont quand même indispensables. Est-ce que la gestion Covid, effectivement, puisque beaucoup de locaux sont pris, les urgences sont prises, enfin il y a certains services qui sont pris, est-ce que ça perturbe le fonctionnement de la diabétologie au CHU? Alors nous avons, lors de la première vague, été sur Palais Royal, un service qui recevait des patients qui n'étaient pas Covid dans un premier temps. Donc nous avons pu libérer des places pour les patients Covid sur le site du CHU. Mais très rapidement, nous avons dû ouvrir des lits dédiés pour les patients Covid. Donc il y avait un secteur Covid pour les sujets diabétiques qui étaient isolés, pris en charge, comme dans tous les services spécialisés d'organes, en respectant les recommandations. Donc maintenant, nous avons déménagé, comme vous le savez, nous sommes revenus au CHU, à l'hôpital Ricou, et là encore, nous avons mis aussi en place, nous avons des chambres isolées pour les patients Covid, puisque c'est vraiment très important de pouvoir mettre en place des gestes qui soient adaptés aux personnes Covid, qui restent isolées, mais soignées correctement. Donc quasiment toutes les spécialités s'organisent pour pouvoir accueillir des personnes Covid dans leur pathologie, leur spécialité. Ça, c'est mis en place dans mon service et ça fonctionne très bien. Et je remercie le personnel de mon service de diabéto-endocrino qui a été formé et vraiment qui est motivé et qui n'a jamais refusé de prendre en charge les patients actuellement, maintenant qu'on est mieux organisé. Avant, on ne l'était pas. Maintenant, on l'est et ça se passe plutôt bien. Alors, est-ce que justement les personnes qui sont atteintes de diabète font partie de ces personnes qu'on retrouve parmi les comorbidités et les décès liés au Covid? Oui, tout à fait. Donc, parmi les personnes qui ont un diabète, il y a une étude nationale qui a été faite par tous les grands services de diabétologie en France. Et en Guadeloupe, nous avons eu la chance de participer à cette étude nationale. Les publications sont sorties dans des grandes revues internationales et montrent en fait que la personne qui a un diabète a un risque multiplié par 2 de présenter des complications, donc hospitalisation en réanimation, intubation, et que c'est évitable. Donc il y a des possibilités en fait de mettre en place des mesures de prévention. Donc ce sont des patients qu'il faut isoler. Ce qui est ressorti de cette étude nationale, ce sont les patients les plus âgés qui sont à risque de mortalité. Ce sont les patients qui ont aussi d'autres comorbidités, c'est-à-dire que le diabétique, dans une situation sur 2, est hypertendu, donc le risque est encore majoré. Un patient diabétique et hypertendu a un risque de mortalité majoré. Un patient diabétique et obèse a un risque de mortalité majoré. Un patient diabétique, obèse et hypertendu a un risque encore plus augmenté. Donc il faut repérer tout de suite ces patients et il faut, dans la semaine qui suit l'infection, bien entendu les suivre de très très près parce que souvent ils ne développent pas les symptômes tout de suite. Mais cette étude a montré que la mortalité, ce n'est pas que la première semaine. La mortalité, c'est les 28 premiers jours. Donc ce message que je souhaite faire passer, c'est que les diabétiques qui ont eu le SARS-CoV-2
ne doivent pas, même s'ils sont stabilisés après une semaine, ne doivent pas être oubliés. Il faut vraiment qu'ils voient leur médecin traitant pendant les 28 jours parce que ça peut encore s'aggraver et c'est comme ça qu'on a des aggravations à domicile, des morts au retour à domicile. Et ce message, il est très important. Donc l'ambulatoire ne fonctionne pas trop. Alors ce n'est pas l'ambulatoire, c'est la connaissance, c'est-à-dire que tous les spécialistes, tous les médecins ne lisent pas les mêmes publications. Quand vous êtes gastro-entérologue, vous allez plutôt lire Covid et problème de foie. Quand vous êtes diabétologue, vous allez plutôt lire Covid et diabète, avec des études dédiées par spécialité. Donc c'est à nous de communiquer là-dessus. Donc j'en profite ce soir pour que les médecins généralistes notamment suivent de près leurs patients diabétiques le premier mois après l'infection. Parce que nous, on ne peut pas tous les voir en tant que diabétologue, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Mais s'ils ne consultent pas, effectivement, ils ont une réduction de chance, en tous les cas. Exactement, avec un risque d'être de nouveau hospitalisé, d'être de nouveau admis aux urgences. Et donc l'objectif, c'est quand même de réduire le nombre d'hospitalisations et de réduire le nombre d'arrivées aux urgences. Parce que les urgences sont quand même déjà bien chargées. Quand même assez chargé. Bon, pas saturé, mais bien chargé. C'est ça. Alors comment on fait? Comment on fait? Donc, il faut connaître les symptômes. Donc, déjà, il faut connaître son diabète. Donc, on n'a pas le même risque quand le diabète est équilibré que quand le diabète ne l'est pas. On n'a pas le même risque quand on est diabétique et hypertendu. Donc, il faut connaître sa maladie. Donc, comme je dis toujours sur votre plateau, il faut être acteur de sa santé. Donc, faire ses contrôles de glycémie capillaire au bout du doigt, faire ses bilans sanguins avec son médecin traitant. Et dès lors que le diabète se déséquilibre, que le bilan s'aggrave, alors qu'on n'a pas de cause, il faut penser au Covid. Il faut aussi penser à la dengue, parce qu'on a la dengue en ce moment. Donc il ne faut pas tout mettre non plus sur le Covid, parce qu'on a énormément de cas de dengue en ce moment. Avec il y a eu des cas de dengue hémorragique Alors de dengue hémorragique, non. Mais de vraie dengue avec une altération de l'état général nécessitant une hospitalisation, oui, on en a quand même beaucoup. De même la grippe, on a quand même des cas de diabétiques hospitalisés pour grippe sévère, avec des signes respiratoires, de la fièvre. Et donc un diabète qui a une pathologie comme ça, il se déséquilibre très rapidement. Et parfois, on est obligé de commencer l'insuline, transitoirement, je rassure, mais pour équilibrer très rapidement et éviter ce qu'on appelle le coma diabétique. D'accord. Donc vous êtes quand même prêt? On est prêt. On a l'habitude, on a l'expérience et on a un bon service. On a de bons médecins en Guadeloupe et donc tout le monde a la formation. Et vous êtes prêt à rester justement à flux tendu jusqu'à normalement avril, a priori? Alors, on est tous épuisés, donc j'entends toujours qu'on remercie le personnel soignant. C'est vrai qu'on est tous épuisés. Après, on aime notre métier, on aime ce qu'on fait, on l'a choisi, donc on essaie, voilà. Moi, j'ai de la chance de travailler avec une équipe et même au niveau du CHU, globalement, on sent quand voilà, la fatigue arrive et qu'il faut passer le relais, qu'il faut se poser. Et donc ça, on arrive quand même à trouver un juste milieu. C'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi des professionnels de santé qui ont des comorbidités, qui ont eu aussi l'infection. Donc c'est pas toujours facile. Donc il faut manager, mais je dirais c'est pas propre à moi, c'est pas propre à mon service, c'est propre à toutes les entreprises aussi de Guadeloupe. C'est propre aussi aux libéraux. Peut-être que M. Martel pourra aussi témoigner de ça. Je crois que tout le monde s'organise et qu'on n'a pas le choix. Il faut faire et voilà. Et on essaie de faire au mieux chaque fois. Alors justement, je tourne vers M. Martel. Comment ça se passe, le métier de libéral là, en ce moment, avec le Covid un peu partout? Donc, écoutez, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Le docteur Velaïdon l'a dit, la première vague a été un peu compliquée puisqu'on devait faire quasiment au jour le jour. Aujourd'hui, sur la deuxième vague, bon là je prends la casquette du professionnel de santé. Les cabinets de kiné sont ouverts, fonctionnent, accueillent les patients, tous avec un masque. Également le professionnel de santé, les mesures barrières sont installées aussi au cabinet, donc tout ce qui est désinfection des mains avant et après, le matériel aussi utilisé. Donc je crois qu'en très peu de temps, on a su s'adapter. L'homme, j'ai envie de dire, a su s'adapter. Et aujourd'hui, il y a une continuité des soins malgré la situation que nous connaissons, malgré la crise sanitaire. Et nous sommes en mesure de soigner notre patientèle, que ce soit ceux qui sont atteints du Covid ou qui ont eu le Covid et leur état général s'est dégradé, ou que ce soit les patients habituels que nous avions en cabinet qui continuent à le faire aussi. Et je dois dire que pour ma part, je suis plutôt satisfait de voir que finalement les patients continuent à venir, continuent à faire leurs soins, parce qu'il y avait ce souci
lors de la première vague, où les patients en fait fuyaient un peu les cabinets, fuyaient un peu les hôpitaux. Donc je crois On que avait le confinement aussi qui il y planait avait au-dessus le de tout confinement, ça. mais il y avait aussi la peur de rencontrer des patients atteints. Donc il y avait une petite psychose, donc il faut le dire. Et aujourd'hui, je pense que le fait aussi que tout le monde ait son masque, les mesures barrières sont adaptées. Je tiens à féliciter la population guadeloupéenne parce que moi je suis sur un secteur assez animé en région pontoise. Et franchement, alors ça m'embête pour les professionnels, notamment tout ce qui est commerce, restauration et tout. Mais c'est vrai qu'on voit les gens circulent moins, les gens portent le masque. Et on ne peut que les féliciter et que leur demander de continuer en tout cas à appliquer ces mesures-là, puisqu'on constate que les chiffres sont en diminution, peut-être pas à ce qu'on souhaiterait, mais en tout cas sont quand même en diminution. Et je pense que pour des Guadeloupéens comme nous, avec notre culture, nous espérons et nous attendons tous Noël et nous espérons pouvoir tous se réunir pour Noël. Donc je pense que c'est important en tout cas de continuer à appliquer et à adopter les mesures barrières. Vous voulez que Harry Chalus fasse comme M. Marie-Jeanne, qu'il demande qu'on puisse aller chanter Noël? Non, mais je crois en tout cas, je crois à l'intelligence collective et à la responsabilité collective. Et je pense que les gens, ils sont conscients. Ils sont conscients. Nous ne sommes pas confinés, mais on circule moins. Donc je crois que la population est consciente. Je pense que les chiffres, en tout cas, vont permettre de rassurer aussi les uns et les autres. Et je pense que chacun pourra faire Noël à sa façon en tenant compte de la crise sanitaire. On verra, puisque là, en ce moment, en Hexagone, c'est c'est entre guillemets un peu le bordel. Donc on verra comment ils vont s'en sortir déjà à ce niveau-là. Qui appréhende les fêtes? Est-ce que vous avez appréhendé les fêtes de fin d'année? Non, pas du tout. Non. Donc, ça vous regarde pas? Non, c'est pas ça, non. Non, les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose de très important dans nos sociétés. Non, pas du tout, mais je suis d'un tempérament optimiste. Donc franchement, non, je n'appréhende pas du tout. Et puis même si il faut prendre des précautions pour passer ce moment en famille, c'est important quand même de prendre des précautions élémentaires. Même dans les mêmes familles, dans la même famille, il faut prendre des précautions pour se protéger. Si on aime ceux qui sont avec nous, on prendra des précautions pour ne pas leur transmettre la maladie, pour ne pas en recevoir aussi, je pense. Oui, un peu maladie là, c'est en réalité. La pauvreté qui est inventée, c'est en réalité. Et il faut faire face. Il faut faire face tranquillement, prudemment, avec détermination, mais faire face. Il faut pas dire que nous ne sommes pas obligés d'arrêter de vivre, nous mais non, on ne peut pas tomber dans la psychose non plus. Chaque fois qu'on voit un débat, on pose des stètes à encore. Non, il faut nous poser sur le monde qui a envie de survivre. Et on va profiter d'ailleurs pour vraiment saluer le personnel soignant, parce que vraiment bravo, parce que vraiment, c'est facile de nous parler, mais tous les jours face à la maladie. C'est eux qui ont l'action. Hein. Ah oui, là, vraiment, bravo. Simplement, nous, ça a confronté nous à dedans, BTAKBM, c'est qu'il faut nous mettre l'accent sur le préventif. Plus la prévention. Oui, sur le préventif qui est sur on le dit, préventif. on le dit, il vaut mieux prévenir. L'idéal et le rêve, c'est d'arriver à nos sociétés pour ne pas tomber malade. Alors, voilà ça qui est les moyens pour mettre en place pour ne pas tomber malade. Nous, à KBM, nous avons voté pour cela. Manger différemment et vivre différemment. Et ça nous a créé la démarche vers un autre modèle de société qui pour une utopie désormais, puisque c'est un système qui va à terme de toute façon, même si pour ne pas reconnaître ça, il va à terme et qui produit des crises cycliques, des crises sanitaires et bientôt le pire, des crises économiques et sociales, qui est à venir, crise morale, crise environnementale, et celle qui est opposée à une crise comme ça, au système comme ça, c'est un système porteur d'harmonie, porteur d'apaisement. Et après, on rêve, après, une utopie, puisque ça en dit dans nous, chaque être humain a envie de vivre mieux, vivre autrement. Alors, qui j'en ça sens, c'est autre chose. C'est l'occasion, par rapport au Covid, c'est l'occasion de se pencher dessus. Madame de la Rédadia. Je pense que nous avons une population assez intelligente et que les gens, ce qui est bien en Guadeloupe, c'est qu'on arrive à s'adapter à toutes les situations. Donc, je pense que vraiment, les gens, je ne pense pas qu'à cause de cela, ça va empêcher les gens qui veulent fêter. Ils sauront comment le faire. Ça va y aller. Voilà. Mais si. Parce que les gens font attention à ce qui se passe. Oui, mais il ne faudra pas s'exposer, effectivement, parce que les forces de l'ordre, je pense qu'ils vont aussi un petit peu circuler partout, pas plus de 6 personnes, ça va être compliqué, il faudra quand même qu'ils donnent une directive pour que les familles puissent se rassembler plus largement. Sinon, le Noël va être très triste, puisque comme M. Laverdieu le dit, la crise économique, elle n'est pas bientôt. Hein. On est en train de rentrer dedans là, et d'ici décembre, ça va être catastrophique. Il y aura du domoué. Il y aura du domoué. Je pense qu'il n'y en aura pas
mal quand même. Alors, C'est ça. docteur Velahuydon, là on est dans une situation qui est plutôt calme, donc on peut se consacrer aussi aux patients diabétiques plus amplement. Donc le 15 novembre prochain, la journée leur sera dédiée. Qu'allez-vous proposer justement? Alors, la journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre. Donc, c'est la journée qui est dédiée au diabète dans le monde entier. Et c'est vrai que chaque année, avec mon association de professionnels de santé, que je salue, qui s'appelle l'association ACAD SIC et SIC, nous avons l'habitude de faire des villages santé avec du dépistage de patients, des stands d'information et de la formation. Et c'est vrai qu'avec cette pandémie, le présentiel n'est pas possible, n'est pas envisageable et je voudrais dire inacceptable même. Donc nous avons décidé de plutôt réaliser une action avec la mise en place d'un webinar que nous allons faire en partenariat avec le Lions Club. Donc ça, c'est une action qui sera en direct sur le Facebook Live du Lions Club, mais M. Martol va donner les détails beaucoup mieux que moi. Et nous allons cibler la thématique sur le diabète et la pandémie Covid. Donc c'est un webinaire où il y aura plusieurs intervenants. Donc j'interviendrai moi en tant que diabétologue. Il y aura aussi une podologue et il y aura aussi un pâtissier qui est spécialisé dans les chocolats spécialement faits pour le diabète. Voilà. Après, en parallèle de cette action, nous ne nous arrêtons pas là puisque nous avons mis en place 2 autres actions. Notre association étant une association de la Ville des Abîmes, donc c'est une action que nous menons en partenariat avec la Ville des Abîmes et aussi Cap Excellence, en partenariat aussi avec le Lions Club dans la foulée du webinar, avec l'élaboration d'un ouvrage de recettes dédié aux personnes diabétiques, avec un chef cuisinier de Guadeloupe, avec des produits locaux. Et cet ouvrage si vous voulez des produits locaux, il faut voir M. Laverdieu. Si vous voulez que ce soit 2000% local, c'est M. Laverdieu. Oui, je vais me rapprocher de lui quand c'est bon, ils font des pains, ils font des choses, c'est extraordinaire, c'est vraiment bon, hein, franchement. Voilà, donc du coup, cet ouvrage sera l'occasion pour les périodes de fin d'année aussi de montrer ce qu'on est capable de faire. La deuxième action étant le tournage d'un film qui va aussi être diffusé, toujours avec les mêmes partenaires. Nous avons des partenaires qui nous ont offert aussi des dons nature, hein, donc je ne sais pas si je peux les citer, mais bien sûr, allez-y. Je les remercie. Il y a Guadeloupe Forever, il y a la boucherie Génélan au Moule, il y a BCS Antilles qui a participé aussi, il y a Originel qui nous a aidés pour la prestation, les robes, etc. Donc, et Eden Forest à Pointe-Noire, qui est le lieu de tournage du film, qui est un lieu magnifique comme nous en avons en Guadeloupe, à Pointe-Noire. Voilà, la Guadeloupe est vraiment magnifique et donc nous avons profité de ce film pour faire connaître aussi ses partenaires qui sont aussi des entreprises locales guadeloupéennes et donc ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir faire ce film et ne pas rester inactif parce que dans mon association on est des professionnels de santé actifs, on n'a pas encore de retraités. Et il fallait vraiment qu'on marque et qu'on célèbre cette journée mondiale. Donc le webinar, l'ouvrage de recettes et le film dédié à nos patients diabétiques, c'était aussi une demande de leur part. Et je remercie le docteur Siréderf qui est un peu mon bras droit pour la réalisation de ces 2 actions et l'ensemble des membres de ACAD SIC et SIC. Alors pourquoi le Lions Club c'est greffé à l'action? Non, tout simplement parce que le diabète fait partie d'une thématique prioritaire du Lions Club international. D'accord. Le mois dernier, c'était la vue. Cette année, c'est le diabète. La journée mondiale, c'est le 14 novembre. Donc du coup, on a pour coutume de réaliser des dépistages, mais en ma qualité de gouverneur, j'ai demandé sur les zones de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Île-du-Nord que nous puissions plus organiser de manifestations en présentiel, tout simplement parce que nous avons des générations différentes aussi dans nos clubs et je pense aussi qu'il est en tout cas cohérent de pouvoir protéger notre population, protéger aussi nos membres. Donc on a demandé de ne plus faire de manifestations en présentiel. Donc, mais les manifestations Lions Club, normalement, c'est un gros brassage de population, un gros brassage culturel. Oui. C'est assez intéressant aussi de ce point de vue. Non, mais c'est très intéressant et je pense que ça manque. Maintenant, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et dans l'adaptation, il faut innover. Et on a tenu à innover par justement
par des conférences en ligne, des conférences en Facebook Live. Donc tous les mois, nous allons faire une conférence en Facebook Live. D'ailleurs, je remercie encore une fois le docteur Velaïdon d'avoir participé, d'avoir répondu présent à notre appel. Parce que, si vous voulez, il faut toujours continuer à alerter la population, il faut sensibiliser la population et autrement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux sont parfois décriés, mais en tout cas, ça reste pour l'instant un des moyens les plus importants pour pouvoir véhiculer une information et à tout type de personnes. Donc sur le webinaire que nous allons organiser dimanche, on a tenu aussi à avoir des intervenants, pas que de la Guadeloupe, nous aurons le docteur Velaïdon pour la Guadeloupe, mais nous aurons aussi une podologue de Martinique et nous aurons Fabrice Filin, qui est un chef pâtissier. Et pour tout vous dire, c'est très bêtement, je regardais une émission d'ailleurs sur Facebook, et il a été interviewé, notamment par TF1, où il montrait en fait qu'il réalisait toutes ses pâtisseries sans sucre ajouté. Donc, il avait un agriculteur dédié, il allait lui-même avec cet agriculteur cueillir ses fruits, qu'il mettait dans son laboratoire et qu'il amenait sur une pâtisserie gastronomique. Et c'est un franc succès en Martinique. Quand vous allez au rond-point en Martinique, vous pouvez déguster ces pâtisseries. C'est quelqu'un que je ne connais pas, mais je trouvais en tout cas intéressant de pouvoir mettre en lumière un Antillais. Parce que même si effectivement il est de l'île Sœur, mais je pense que nous avons des talents partout. Et nous devons. Vous devrez regarder par là. Hein. Et justement, mais je ne connaissais pas Monsieur L'Aventure. Ah non, mais c'est quelqu'un à connaître, Monsieur L'Aventure. Mais c'est un contact que nous allons garder. Et pour rester sur cette préférence locale, je crois que nous, en tout cas, en tant que club service, nous sollicitons régulièrement nos entreprises. Et il est important pour nous aussi, pendant cette crise, de pouvoir jouer le jeu et de rendre l'ascenseur. Nous avons confectionné des masques en tissu et nous sommes passés par un artisan de Guadeloupe, Mme Carabin, que je salue. Nous avons fait cette manifestation ensemble et nous avons tenu en tout cas à ce que ce soit des Guadeloupéens, à ce que ce soit des entreprises locales qui puissent en bénéficier, qui puissent bénéficier de cette action. Voilà. C'est une façon pour nous de les mettre en lumière et de les saluer. On se quitte pour une petite page de publicité et après on parle de Cap ou Bois et Manger avec KBM. À tout de suite.